Tout ce qu'elle raconte, elle a eu plus que le prix Nobel. Et quand j'ai fouillé un petit peu dans sa formation, elle a fait de l'histoire. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas l'économie plus que moi qui ai fait des mathématiques, donc qui sont un petit peu, qui s'insèrent un petit peu dans l'économie. Elle a fait de l'histoire. Quand on fait de l'histoire, on étudie l'économie à travers l'histoire. Mais elle veut nous imposer un système, ça veut dire que les fonctionnaires, on doit tous être renvoyés chez nous. La sécurité sociale, vous connaissez plus mieux que moi, est-ce que vous pouvez nous en parler? Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça c'est... D'ailleurs, on l'a fait aussi dans le contre-manuel hollandais, on a dit, donc, ces experts adorés par les médias ou un truc comme ça, on a aussi, il y a un article là-dessus, c'est ça le problème. C'est-à-dire que la présence dans les médias, pour nous, elle est impossible. Et quand elle est possible dans vraiment certains moments, elle est tellement cadrée, tellement dans l'opposition avec le journaliste qui intègre complètement la doxa, le sens commun néolibéral, que c'est extrêmement difficile de s'exprimer. Chomsky disait ça, Noam Chomsky, je ne sais pas si vous connaissez, très intéressant, Noam Chomsky disait, il y a un problème. Si je vous dis, moi je sais pas, je vais adapter un petit peu moi-même comme ça ira, Saddam Hussein est un terroriste. Ok, les gens ne réagissent pas, ok, ça marche. Si je vous dis, les États-Unis est un État terroriste, à ce moment-là, pour l'expliquer, il me faut 40 minutes. Et donc Chomsky, c'est ce qu'il dit. Il dit le néolibéralisme a prouvé autant de fois que c'était nécessaire chaque étape de développement de ses idées qui fait qu'à un moment donné, une phrase suffit. Alors que de l'autre côté, pour la critique, c'est extrêmement long. Nous n'avons pas le cadre nécessaire dans les médias pour faire ça. D'accord? Voilà. Vous voyez Frédéric Lordon. J'espère que vous suivez Frédéric Lordon. Et ce qu'il y a, c'est que Frédéric Lordon, il dit tout le temps ça. Hein. Il dit, moi, je ne vais pas dans les médias dans pas quelles conditions. Je veux des conditions strictes, négociées, je veux savoir qui est là, etc. etc. Et il a raison. Sinon, on n'a pas l'espace de parole. Donc, tout cela, tous ces valets du capital, voilà, ça, tout ce qu'on connaît, les Dominique, tous les vôtres, tout ce que vous voulez, là, ils ont un accès all-inclusive, vraiment, dans les chenils que sont devenus les chenils néolibéraux que sont devenus la télévision, la presse, etc., etc. Pourquoi en France, les grandes fortunes investissent dans la presse, alors que la presse est une perte d'argent systématique? C'est pas le modèle allemand. En Allemagne, les gens qui sont dans la presse vivent de la presse. Donc il ne faut pas n'importe quoi. Nous, c'est évidemment pour une prise de contrôle. Et donc si vous regardez, d'ailleurs sur le monde diplomatique, il y a souvent quelque chose qui circule comme ça, enfin moi je passe sur mon Facebook régulièrement, la concentration des médias. Si vous regardez ça, si vous regardez les nouveaux chiens de garde, ce film-là, vous allez voir la concentration extrêmement dure de trouver un moment. Par exemple, le monde diplomatique est autonome. C'est-à-dire que le monde diplomatique, dans son fonctionnement, ils élisent eux-mêmes leur directeur, donc Serge Alimi actuellement, et tout le monde vote, le technicien, tout le monde vote, et ils choisissent comme ça, et personne ne peut contrecarrer ça. Ce qui fait que Xavier Niel, par exemple, n'aime pas le monde diplomatique, mais il ne peut rien y faire. Il peut rien y faire, ça fonctionne comme ça. Et donc nous, on y est très bien, je peux vous dire. De fait. Je voulais poser une question un peu idiote. Vous avez beaucoup parlé du néolibéralisme qui s'est développé au niveau du début des années 80, dont on voit la trajectoire assez mortifère finalement, que ce soit sur un plan écologique ou sociologique. Avant ça, il y avait une forme de capitalisme qui était relativement contrôlé, presque un peu paternaliste, qui fonctionnait pas si mal finalement, puisque les gens qui étaient détenants du pouvoir s'extrayaient des dividendes satisfaisants mais relativement raisonnables. Bon, la condition sociale des ouvriers était tout à fait discutable, mais elle s'est améliorée au fil du temps. Avez-vous une idée de ce qui a pu pousser vers cette trajectoire dont on voit le côté tout à fait même presque aberrant, même pour ceux qui détiennent le pouvoir, qui s'assoient finalement sur quelque chose qui est extrêmement instable en dessous? Je ne vois pas même quelque part quel bénéfice ils peuvent en tirer sur un long terme et pour leurs descendants. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus? Parce que moi, même que leur théorie ne me paraît pas logique et explicable. C'est une théorie de profit à très court terme et qui est pour eux-mêmes aussi très suicidaire. Bon, alors ce qu'il y a, c'est qu'on a des dates historiques qui montrent des tournants idéologiques très forts. On a le congrès Lippmann en 1933 par exemple. Là, on voit bien quelque chose de différent se passe. On ne va plus combattre l'État, c'est plus l'idée. On va mettre l'État au service en fait, du marché. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est de dire il faut généraliser la concurrence du consommateur partout. Nous sommes tous des concurrents consommateurs. Vous avez peut-être vu un documentaire qui s'appelle La mise à mort du travail. Dans ce documentaire-là, il y a un truc sur Carglass. Et en fait, Carglass, c'est une espèce d'énorme arnaque de management classique qui se décompose en 3 phases, que je vous explique très rapidement. Le premier truc, c'est que je te fais croire qu'il y a un esprit de famille dans mon entreprise. Donc je t'emmène au week-end d'intégration, la piscine, un peu d'alcool, il se passe ce qui se passe, mais on va faire du sol élastique, vous voyez, parce que tu as peur, un sol élastique. La hiérarchie de la peur, c'est pas la même hiérarchie de l'entreprise.
Donc le DRH qui te fait flipper avec son costard à 5000 quand il est au bord du pont et qu'il n'arrive pas à sauter, eh ben, il fait moins flipper, tu vois. Donc allez GG, saute, voilà, bon. Ok, et ce qui se passe, c'est qu'on fait comme ça, on crée un esprit comme ça, mélangé de famille, on brouille un peu les pistes. Deuxième étape, on vous fait intégrer l'idée qu'il y a un ennemi commun, la concurrence, et un objectif commun. L'objectif commun, c'est toujours un mensonge. L'objectif de l'entreprise, c'est maximiser le profit. Non, c'est l'intérêt du client. Et là va commencer la schizophrénie intéressante. Troisième étape, la culpabilité. À ce moment-là, on va te demander de faire une heure sup, et, et tu vas dire, bah, je peux pas, j'ai mes enfants, et j'ai envie de les voir. On va dire, quoi? On est une famille, tous, et tu me fais un coup comme ça, d'accord? Donc, cette logique-là de je rentre dans un darty, je dis au gars, je veux un réveil et je le veux rouge, lui me regarde en disant, moi quand je suis client, j'aime bien être servi vite, donc je vais le servir vite. Il me voit comme un client et il se voit lui-même comme un client. Alors que ça, c'est l'action du néolibéralisme. On devrait se voir chacun comme un salarié. Je devrais rentrer en darty en disant, ouais bonjour, alors je te dis, je suis pas pressé, d'accord? Il est où le patron là? Il est là-bas au fond? Ok, prends ton temps 2 secondes. Voilà, tu as besoin d'envoyer un texto, vas-y fais-le, on fait discuter. Voilà, je voudrais un réveil. Et c'est quoi le réveil, toi, par exemple, qui te permettrait d'avoir une prime intéressante? Celui-là, moi, je l'aime pas vraiment. T'as pas un autre? Ça? Ouais, j'ai plein de ça. D'accord? Vous voyez ce qui se passe? On se voit comme des clients. La généralisation. Ça, c'est un changement, évidemment, c'est une sorte de révolution silencieuse. C'est-à-dire que comment dire à quel moment il y a eu rupture, c'est difficile. Mais les think tanks, hein, les réservoirs de pensée, les groupes comme ça intellectuels de pensée, de chercheurs, etc., qui ont créé de toutes pièces la tolérance zéro. Pour les socialistes, on a Terra Nova. Alors, Terra Nova, voilà, enfin, je veux dire, ramassis de traîtres sociaux, je veux dire, allez là-bas. Hein. C'est Terra Nova, c'est eux, les réformes Valls à côté, ils se retiennent, je peux vous le dire. Hein. Tout ce qu'il y a dans ces trucs-là, c'est assez hallucinant. Donc, c'est eux qui contribuent largement. Et par exemple, les médias, comme je vous disais, les médias les pires pour moi, c'est genre Libération, justement, qui ont été les grands traîtres hein, du retournement. C'est-à-dire que c'est les socialistes, en réalité, qui ont le plus privatisé, les socialistes qui ont le plus fait rentrer la finance chez nous. On a l'impression que quand les socialistes sont au pouvoir, on a l'impression que les syndicats, ils se dégonflent, quoi, ils se calment, ils ont des intérêts partagés. Vous vous souvenez ce qu'avait dit Valls? Il avait dit, si ça continue comme ça, la casse dans les manifs, ben, crois-moi que ça va continuer, eh bien, je vais supprimer les financements de la CGT. Et là, les gens se sont dit, ah bon, l'État finance la CGT? Et ces gens se sont dit, attends, Valls, il peut supprimer des financements de CGT? Bien sûr. Alors, je ne parle pas de la CGT locale, hein, d'accord? Moi, je les fréquente, etc. Ils font du très bon travail. Je parle même national, je fais bien la différence. Eh bien oui, évidemment, parce que les anciens de la CGT, je ne sais plus celui-là qui s'était fait choper à foutre du marbre dans ses chiottes, là. Il a été reclassé dans un ministère. Mais comme tous, c'est comme ça. Et donc les gars, ils font, oh là là, laisse tomber, arrête, vas-y, arrête le truc. Et donc on va retrouver le service d'ordre de la CGT à côté des flics en civil de la BAC. D'accord? Donc à un moment donné, on se dit, où est-ce qu'on est? Je les ai vus, hein? Je les ai vus avec des bâtons, des battes, etc. Face aux manifestants, heureusement, ils se sont fait déborder par leurs propres syndiqués. Voilà. Donc tout ça, à mon avis, c'est à mon avis une conjonction d'événements qui sont difficiles à reproduire, qui sont difficiles à expliquer, mais les partis politiques en sont clairement responsables. Les formations universitaires, les formations même certainement au lycée, bien que nous on est vraiment un pôle de résistance à mon goût, les médias, les réservoirs de pensée, et évidemment quelque chose de peut-être plus profond qui est l'individualisme, qui n'est pas forcément négatif l'individualisme, mais sur lequel le néolibéralisme peut surfer, mais quelque chose de fondamental. D'accord? J'ai répondu ou il y avait autre chose, je me souviens plus. Le problème, c'est surtout de comprendre pourquoi on est passé d'une économie relativement contrôlée, je dirais, à un machin qui part dans tous les sens. C'est ça mon vrai problème. C'est incompréhensible. Alors, ce qu'il y a, c'est que, en fait, si, parce que quand on voit le niveau d'accumulation des richesses et des nouvelles formes de richesses, pour ceux qui sont tout en haut, c'est déjà, excellent pour eux. Encore en termes d'inégalité, chaque crise crée encore plus de richesses pour les plus riches et de pauvreté pour les plus pauvres. Donc ça, ils y ont intérêt, ils ont tout à fait compris. Les banques, c'est la théorie qu'on appelle du too big to fail. Ça veut dire que je suis trop gros pour m'effondrer. C'est-à-dire que quoi que je fasse, tu vas me rattraper. Donc je fais les pires conneries du monde, voilà, et tu vas me rattraper. C'est comme un enfant qui court en tous les sens, qui prend des risques, qui sait que sa mère est derrière en train de se le rattraper. Voilà, les banques font ça. Elles prennent les chemins les plus risqués, rien à foutre, parce qu'à la fin, tu vas payer. Voilà. Donc, donc ça déjà, pour elles, c'est extrêmement lucratif. Elles n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Les entreprises n'ont jamais, les grosses entreprises n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Donc déjà, ça, on peut le nuancer. Après, moi, je pense que les travaux de Frédéric Lordon sont intéressants parce qu'ils mêlent la philosophie, évidemment, à l'économie. Et vous savez, son livre sur Marx et Spinoza explique ça. Il explique, alors j'ai pas détaillé sur la philosophie, mais
Il nous simplement dit voilà, imaginons, comme conformément à Spinoza, nous soyons des êtres de désir. Ok, donc nous sommes poussés, c'est pas qu'il y a un instinct, mais c'est que nous sommes poussés donc, dans ce désir-là. Alors désir de quoi? Ça répond pas à la question. Désir de mourir, désir de nous saccager, désir d'être heureux, je sais pas, moi il dit, voilà, c'est pas le problème. Ajoutons au bout de Spinoza, maintenant que nous sommes des êtres de désir, Marx. Eh bien, notre désir, il serait conditionné en fait, en réalité, par une condition d'existence. Quel est le désir aujourd'hui? Eh bien, le désir, il prend la forme de consommation. Franchement, si je vous dis, voilà, allez, vas-y, prends une carte cadeau, tu as 3000 € à dépenser, où tu veux, alors je sais pas quel est le magasin ici en vue, une librairie, ce que tu veux, voilà, pas de problème. Il y a une véritable jouissance au système capitaliste. Cette jouissance-là, c'est parce qu'elle nous permet en fait d'exprimer notre désir. Et ce que dit Lordon, il dit, mais le problème, c'est que comment tu obtiens l'argent? En travaillant. Et donc, nous voilà victimes du salariat. Et donc, il faut qu'on aille travailler. Le problème, c'est que l'entreprise, c'est la théorie de l'angle alpha. L'entreprise, c'est quoi? L'entreprise, son désir, c'est ça, par exemple. L'entreprise va aller par là. Et l'entreprise demande quoi? Elle demande aux salariés d'aller par là aussi. Et donc, si jamais tu n'es pas d'accord, tu veux plutôt aller par là, voilà, et bien ce qui va se passer, Lordon dit, qui a une formation de matheux, il dit, il y a un angle qui se forme, c'est l'angle alpha. Et les entreprises voudraient réduire cet angle alpha. D'où Carglass. D'accord? Carglass, c'est ça. Esprit de famille, objectif commun, ennemi commun, culpabilisation. C'est pour que, voilà. Et c'est vrai. Je vais acheter un bonnet, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Un bonnet. J'arrive chez Decathlon ou je sais pas quoi, là. Je demande au gars, je voudrais un bonnet. Le gars, je le voyais déjà, il me paraissait, je dis bon, un peu obsesso. Il est en train de ranger le rayon lunettes. Il y a des gens qui regardaient, déjà, on touchait aux lunettes, il était en panique, j'avais l'impression. Et donc, je dis, je voudrais un bonnet. Et il me dit, ok, bien sûr, bienvenue, machin, il en fait un peu trop. Il me dit, voilà, et il me sort un bonnet du magasin Decathlon, quoi. Et il me dit, nous avons fait, donc, je pense, un magnifique produit. Nous avons réussi à sortir 300 000 exemplaires. Nous avons un prix, franchement, qui est pour une qualité, non. Nous. Il croit que lui, c'est Decathlon. Il croit que quand il y a des profits, ils vont partager. Il croit quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, là il a intégré, nous on dit les corporates, ça veut dire juste il a intégré en fait l'idée même de l'entreprise. Et bien c'est ça, le libéralisme. Et si je choisissais ma copine comme ça? Et si je choisissais mon sport comme ça? D'accord? Si je choisissais un sport où il faut me dépasser en permanence, il y a un sport qui existe comme ça, qui est un sport ultra néolibéral. Et si jamais je devais tout maximiser chez moi tout le temps? Et bien c'est ça le néolibéralisme. Et bien il a conquis les esprits, parce qu'il est synonyme soi-disant de liberté. Mais c'est simple, si moi je suis un renard, vous êtes des poules, pour reprendre la métaphore d'un économiste. Alors moi, le renard, je dis, allez, vive la liberté les gars, hein, d'accord? Et je vais manger de la poule tous les soirs, c'est sûr. Et vous, en tant que poule, vous allez dire quoi? Ouais, l'égalité, c'est pas mal aussi, voilà. Faire des lois, je ne mangerai pas mon prochain, surtout s'il a des plumes, tu vois. Donc à un moment donné, c'est peut-être charmant le côté de, ouais, on est libre. Mais on n'est pas libre sans les conditions de la liberté, vous comprenez? Il n'y a pas, en fait, c'est pas possible d'être libre sans un cadre de restriction, sinon c'est juste la loi du plus fort. Mais c'est suffisant, et les élèves le pensent comme ça, les élèves pensent que leur métier, c'est eux. On leur demande tout le temps, partout, le néolibéralisme, c'est répandu, absolument partout. C'est pas un modèle efficace, ça c'est clair. Un modèle qui pourrait exploser, ça c'est clair. Mais en revanche, dans les esprits, quel tournant magnifique. Et c'est pour ça qu'on dit que 83, le tournant néolibéral, c'est ça. On a réussi à convaincre les gens. C'est un tournant théorique, herméneutique, c'est un courant idéologique en fait. On a réussi à convaincre les gens que c'est comme ça qu'il fallait faire. Que le service public était inefficace, que, etc., etc. Moi je suis prof, j'ai pas besoin qu'on me mette une prime, j'ai pas besoin qu'on vienne me contrôler pour faire mon travail. C'est clair et net. Et je peux vous dire que des fonctionnaires, j'en connais quelques-uns, et que c'est le cas aussi. Et je connais des intermittents du spectacle qui sont payés de manière lamentable, alors qu'ils passent leur journée à lire, à créer, à répéter, à apprendre à jouer d'un instrument, etc., etc. Cette valeur sociale-là, elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. Un trader est censé avoir plus de salaire parce qu'il a plus de valeur sociale. Moi je suis désolé, enfin je veux dire... c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça, c'est qu'une convention. Je sais pas, vous prenez un ouvrier fin de carrière, il est payé pareil qu'un médecin début de carrière. D'accord? C'est une convention cette histoire, c'est pas une question d'année d'études ou je sais pas quoi. Changeons les conventions, changeons la théorie de la valeur. Mais le problème, c'est comme tu dis, il faut changer les esprits, et ça c'est tellement dur. Tellement dur. Et ben voilà, je suis désolé, on fera pas ça sans travail. Il faut s'arracher à sa télé, il faut se contraindre à lire, à travailler régulièrement, à s'abonner au Monde diplomatique. C'est vrai qu'il y a plein de choses super qui se passent dedans, voilà, etc. Ce que vous dites là, ça ressemble un peu au projet KO dans Fight Club. J'adore, moi. Tout le monde a entendu? Non. Il faut parler plus fort. Ce que dit monsieur, ça ressemble au projet KO dans Fight Club, remettre toutes les banques à zéro, s'arracher de sa télé, etc. Bon, si c'était une remarque, mais ma question,
c'était comment on sort de l'euro. Parce que, en fait, moi je me dis, si on sort de l'euro, bon, il y a la Chine qui est énorme, etc. On se fait manger tout cru, je ne suis pas économiste, hein, mais... Et puis aussi, il y a le côté géopolitique, stratégique, militaire. Alors, l'idée des économies locales, c'est intéressant. On supprime l'État, c'est très intéressant. Il y a des monnaies locales qui se forment avec des économies locales, etc. Mais alors, tout ce qui est tous les dangers militaires extérieurs, disons, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça devient, et comment on sort de l'euro. Ouais. Donc, alors pour la sortie de l'euro, vraiment, il y a Frédéric Lordon a fait un travail dans le monde diplomatique, d'un scénario de sortie de l'euro. Ah, il est violent. Évidemment, si on sort de l'euro, les marchés, ils vont essayer de se venger. Ça, c'est clair. C'est pour ça que ça s'est sorti de plein de choses. Hein. Je disais, refus de la dette, etc. Je pense que c'est une solution. Mais comment on sort de l'euro? Deux voies possibles. La première, elle est purement institutionnelle. Imagine, je sais pas, on arrive à élire un anti-européen de gauche. Est-ce qu'on en a au gouvernement? Et lui, il déclare simplement, je sors de l'euro. Il sort de l'euro. D'accord? Première voie, qui n'est pas la plus faible. Deuxième voie, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Ruffin. Vous voyez, Ruffin, merci patron, Fakir, etc. Eh bien, il va interviewer à un moment donné, c'est vrai que ça, on aurait pu programmer l'extrait, il va interviewer un chef économiste d'une grande banque, Société Générale, je crois, qui, avant les élections présidentielles, lui, c'est pas un mec politique, hein, lui, c'est un technicien. Et il va lui dire, je note Fight Club parce que j'ai oublié, il va nous dire juste, Ruffin l'interroge parce qu'il trouve un rapport qui n'aurait pas dû tomber dans les mains de Ruffin, mais il y a toujours des gens pour faire tomber ce qu'il faut, où il faut, ça c'est sûr. Et donc, il lui dit, mais vous avez écrit ça, etc., je comprends pas bien. Et le gars, il répond, parce qu'il n'est pas politique, il ne comprend pas l'enjeu. Il dit, ah oui, on s'en fiche, hein, que Sarko soit élu ou Hollande, c'est pas le problème. Si Hollande est élu, oh non, c'est pareil, hein, il va demander des choses à l'Europe, on va lui céder un truc symbolique, je pense, et après, il va falloir qu'il réforme le marché du travail, c'est obligé, quoi. Et le gars, il est 1 an avant les élections. D'accord? On sait très bien qui fait le scénario de ce principe-là, vous avez dû le voir, ça vous cherchez, vous tapez Ruffin, voilà, je veux dire, c'est partout, c'est l'interview d'un chef économiste, le nom je ne connais pas. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que après dans l'interview, le gars il dit, ouais, pour nous, l'inquiétude, ce serait que Mélenchon arrive au pouvoir. Alors attention, il fantasme énormément Mélenchon aussi, de ce côté-là. Pensant qu'il est ultra dangereux, moi je ne le pense pas. Ce qu'il y a, c'est que ça reste un Mitterrandiste, à mon avis, pur jus. Voilà, je le vois mal s'effacer en disant je rends le pouvoir au peuple. Je le vois mal. Donc, voilà, c'est toujours été le contraire, hein, on peut le dire. Donc, voilà. Il dit ça. Et il dit il y a un autre problème. Il dit, et si jamais la rue se soulevait, disait Ruffin. Et là, le gars, il dit, alors ce serait la catastrophe. Nous avons le pouvoir, nous, avec la rue, en fait, de faire plier les institutions. Et franchement, je peux vous dire que nous, à Paris, pendant les mois et les mois de manifestation, on a passé notre temps à ça, on a passé la nuit debout. Vous nous avez tous manqué, en fait. On aurait été plus nombreux, plus déterminés, mais ils nous les défonçaient. Franchement, ils étaient épuisés. Nos stratégies syndicales, nos stratégies de prise de pouvoir démocratique dans la rue, d'épuisement des forces de police, elles sont vraiment au point. On y arrive vraiment de mieux en mieux. D'accord? Ils étaient crevés. Je vais vous donner juste une anecdote. Les policiers étaient tellement crevés de faire les allers-retours que l'État décide de leur payer un hôtel. Un hôtel, carrément, bam, ils leur payent un hôtel. Les CRS, ces gros malins-là, ils garent leur camion en bas du... bien sûr, ils se protègent. Ils flippent. Il faut dire qu'on les pourrit tellement ils flippent. Les gens ont vu les camions de CRS, vous savez ce qu'ils ont fait? Mais spontanément, c'est pas du tout un mouvement social, c'est pas une action, c'est rien. Ils ont klaxonné toute la nuit. Toute la nuit autour de l'hôtel. Les mecs n'ont pas pu dormir. Le lendemain, à la manif, ça servait à rien. Ça servait à rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, nous, voilà. Donc ça, la puissance de ce qu'on appelle la démocratie en continu, c'est-à-dire se mobiliser à chaque fois que c'est nécessaire, c'est toutes les formes. Hein. Une pétition sur Internet, venir ici, discuter, 2 ans sur le manuel, voilà, j'ai appris des tas de trucs, on apprend toujours des tas de trucs. Tout ça, ça contribue. Parler avec les autres, ne pas laisser couler, etc. Tout ça, ça contribue. Voilà. Et donc franchement, dans les conférences, on a croisé des gens incroyables, des syndicalistes, ça fait 40 ans qu'ils sont sur le pavé, et ils ont fait bouger des choses, quoi. Enfin, je veux dire, donc sortir de l'euro, c'est ça. Alors, je devrais juste dire, après les conséquences, ok? Évidemment, et c'est ça la politique, le politique. C'est de se dire à un moment donné, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est peut-être le mur, mais je peux te dire que le système qu'on a maintenant, c'est le mur. Donc à choisir.